Nous allons parler de la puissance du secret, c'est-à-dire comment ça se traduit à l'intérieur de vous-même, comment ça se traduit dans les vies des personnes qui sont chargées de ces secrets. Il y a quelque chose d'absolument incontournable. Je ne peux pas faire une intervention sur les secrets de famille sans parler de la honte. La honte se nourrit d'une sensation d'humiliation qui pousse à un ressenti d'indignité. Pour cela, je vais vous lire les premières pages du livre de Boris Cyrulnik, qui a écrit « Mourir de dire la honte ». Il avait déjà plus de 70 ans. C'est un homme qui, tout petit, a été séparé de ses parents parce qu'il était juif, et il a été caché sur Bordeaux. Sa mère a été déportée la première, son père le deuxième. Il a été caché sous un faux nom pendant des années. Puis il est rentré à Paris chez sa tante Dora. Il a fait médecine, il est devenu psychiatre. Comment mieux appréhender la folie de l'humain qu'en devenant psychiatre. Et puis il a mis au goût du jour le terme de résilience que vous connaissez certainement tous. Il l'a rendu plus populaire, plus étayé. Et maintenant tout le monde le connaît à ce sujet-là. Je vous invite à entrer dans la peau de ce petit garçon, séparé de sa famille à 4 ans, qui ne savait pas s'il retrouverait qui que ce soit. Vous imaginez un petit bout de monde de 4 ans? Comment voulez-vous qu'il réalise quoi que ce soit du drame qui est en train de se passer? Simplement juste, il a été arraché de sa famille. Et à plus de 70 ans, voilà comment il entame son livre. Si vous voulez savoir pourquoi je n'ai rien dit, il vous suffira de chercher ce qui m'a forcé à me taire. Les circonstances de l'événement et les réactions de l'entourage sont co-auteurs de mon silence. Si je vous dis ce qui m'est arrivé, vous n'allez pas me croire, vous allez rire, vous allez prendre le parti de l'agresseur, vous allez me poser des questions obscènes ou pire même, vous aurez pitié de moi. Quelle que soit votre réaction, il m'aura suffi de dire pour me sentir mal sous votre regard. Je vais donc me taire pour me protéger. Je ne mettrai en façade que la part de mon histoire que vous êtes capable de supporter. L'autre part, la ténébreuse, vivra sans un mot dans les souterrains de ma personnalité. Cette histoire sans parole gouvernera notre relation parce que des mots non partagés, des récits silencieux, je m'en suis raconté dans mon fort intérieur interminablement. Les mots sont des morceaux d'affection qui transportent parfois un peu d'information. Une stratégie de défense contre l'indicible, l'impossible à dire, le pénible à entendre, vient d'établir entre nous une étrange passerelle affective, une façade de mots qui permet de mettre à l'ombre un épisode invraisemblable, une catastrophe dans l'histoire que je me raconte sans cesse, sans mot dire. Sans mot M-O-T dire, mais aussi sans mot dire M-A-U-D-I-R-E, quand le travail est fait. Le non-partage des émotions installe dans l'âme du blessé une zone silencieuse qui parle sans cesse, un bas parleur en quelque sorte qui murmure au fond de soi un récit inavouable. Le honteux aspire à parler, il voudrait bien dire qu'il est prisonnier de son langage muet. Je prends le risque de vous lire un autre texte qui parle de l'horreur. J'ai bien conscience que ça parle de l'horreur. Et en même temps, je trouve qu'il est vraiment nécessaire que ce texte soit beaucoup plus connu qu'il ne l'est. Extrait de l'article de Pierre Lassus, acte de la journée d'études de la Fondation pour l'enfance du 10 février 1994. C'est un enfant qui naît d'un père qui lui-même n'a jamais pu connaître ses origines. Ce père, né d'un père inconnu, a été légitimé par le mari de sa mère à l'âge de 40 ans, ce qui n'est pas banal. À 40 ans, il va changer de nom. Il va prendre le nom du mari de sa mère, ce qui laisse supposer qu'il a dû en baver avant pour qu'il veuille effacer jusqu'au nom qu'il avait porté. Cet homme n'a vraiment pas de chance parce que non seulement son père est inconnu, mais on soupçonne quelqu'un d'être son père. Sa mère travaillait comme cuisinière dans une famille riche lorsqu'elle tomba enceinte. Famille qui est riche mais qui est totalement rejetée de la communauté parce qu'elle est d'une origine ethnique différente.
Donc ce monsieur est né de père inconnu, mais on soupçonne que le vrai père est quelqu'un qui n'est vraiment pas très bien. La famille en question va verser une pension alimentaire à la mère pendant 14 ans sans y être tenue pour des raisons juridiques, ce qui confirme qu'elle paie le silence. La situation de sa mère est assez médiocre d'un point de vue social, et ce monsieur, probablement pour compenser ce mauvais départ, va bien travailler, il va devenir un fonctionnaire d'autorité, il va progresser dans l'échelle sociale. Mais bien entendu, ça ne va pas suffire à guérir tout ce qu'il a supporté de cette naissance extrêmement stigmatisée, et assez rapidement vont apparaître des signes qui dénotent sa souffrance. Il est autoritaire, minutieux, pédant. Il est décrit comme quelqu'un de très empoisonnant en réalité. Il va sombrer dans l'alcoolisme, va se mettre à battre sa femme et ses enfants. Cet homme s'est marié et vers 40 ans, sa femme tombe malade. Il ne vous a pas échappé que 40 ans est l'âge où il a changé de nom. Et là, tout va se déchaîner. Il fait venir à son domicile sa nièce de 16 ans pour s'occuper de sa femme et de ses enfants. Que croyez-vous qu'il arrive? Évidemment, la nièce est enceinte au bout d'un moment des œuvres de son oncle. C'est donc bien une répétition. C'est la nièce qui est la mère du petit A. Quand elle est enceinte, la femme précédente a l'heureuse idée de décéder de sorte que l'oncle peut épouser sa nièce avec une dispense. On est donc dans un registre quasi incestueux. Il se marie avec sa nièce et sa nièce va avoir 3 enfants de lui de suite. Ces 3 enfants vont mourir dans un laps de temps de 2 ans et 8 mois. Il y en a un qui meurt à 2 ans et 7 mois, un qui meurt à 1 an et 4 mois et un qui meurt à 3 jours. Donc vous voyez l'ambiance familiale. J'ajoute, pour bien faire, que la jeune femme avait venir sa sœur, qui est schizophrène et bossue. Tout ça a l'air d'un gag, mais c'est authentique. Et c'est après 3 enfants morts que naît A, le petit garçon dont on parle. Il arrive au monde, fils de son oncle, après la mort de 3 frères et sœurs. Après lui va naître un autre petit garçon qui mourra à l'âge de 6 ans, quand il avait 11 ans donc. Et va naître une autre petite fille, qui, elle, va survivre miraculeusement. On note donc que la mère de ce petit garçon en 18 ans, donc à 34 ans, si je calcule bien, vit 6 accouchements et 4 décès d'enfants. On peut imaginer que cette femme, qui au moment où l'histoire commence, sort à peine de l'adolescence, puisse être extrêmement déséquilibrée par une histoire pareille. Le père a 48 ans quand naît A. Il bat régulièrement le petit A, qui est considéré comme un garçon grossier, effronté, qu'il faut dresser, et ça c'est dans les méthodes éducatives du milieu, de l'époque. Quand il veut appeler son fils, d'ailleurs, il le siffle comme il siffle son chien. Il bat aussi le chien pour faire bonne mesure, et on raconte qu'il le bat à coups de fouet jusqu'à ce que le chien mouille le plancher. Donc ce n'est pas de la rigolade. À plusieurs reprises, le petit A est fouetté jusqu'à ce qu'il perde connaissance, et on a l'impression que le père reporte sur le fils les humiliations que lui-même avait dû subir dans son enfance. Mais le petit A, lui, ne sait pas tout ça. Il vit dans l'angoisse permanente. L'angoisse, c'est une angoisse fantasmatique, mais en partie seulement. Parce qu'il y a eu quand même 3 frères et sœurs qui sont morts avant lui. Il y en a un autre qui va mourir à 6 ans quand lui-même aura 11 ans. C'est donc quand même une ambiance tout à fait particulière. À un moment, d'ailleurs, il essaye de faire une fugue. Et c'est une anecdote qui va revenir après. Mais pour s'évader, il faut qu'il passe entre les barreaux d'une fenêtre. Et comme il est un peu gros, il faut qu'il se déshabille pour passer. Et c'est à ce moment-là que son père le surprend et fait venir toute la maison pour admirer le môme tout nu qui essaie de s'enfuir. Ce père va mourir quand A a 14 ans, l'âge auquel la famille du père avait arrêté de verser la pension. Il ne pourra même pas s'expliquer avec ce père, se heurter à lui et régler ses comptes. Et donc tout cela va rester dans le non-dit. Cet enfant aura vécu une enfance épouvantable, aura été battu, aura vécu cette ambiance que je viens de décrire, mais personne ne reconnaîtra dans son entourage qu'il a été un enfant maltraité. Alors évidemment, en grandissant, on va retrouver chez cet enfant le même schéma qu'auparavant. Il va, enfin, ça n'a jamais été dit de façon très officielle, mais c'est un malade mental. Il a des hallucinations, il a des insomnies, il a des phénomènes de dédoublement de la personnalité, il a une sexualité sadomasochiste, etc. En clair, il ne va pas bien, et les circonstances de sa vie vont faire qu'il va pouvoir reproduire le comportement de son père et de se venger de toutes les humiliations qu'il a vécues dans son enfance, de tous les coups qu'il a reçus et dont il n'a jamais pu parler. Cet enfant maltraité, qui ne peut pas parler de sa maltraitance,
n'a pas d'autre solution que de déprimer ou de pratiquer lui-même la maltraitance en élisant des victimes faibles qu'il va pouvoir torturer, comme son père torturait toute sa famille. Il va pouvoir faire la même chose, alors ça aurait pu devenir un serial killer, comme c'est la mode actuellement, notamment aux États-Unis. Ces gens qui ne pouvant pas faire le deuil de leur enfance gâchée agissent leur maltraitance. Mais cet enfant, l'histoire, les circonstances de sa naissance font qu'il va faire, qu'il va faire ça à grande échelle puisqu'il est né le 20 avril 1889, ce petit A à Braunau-sur-Inn et son nom est Adolf Hitler. Voilà l'histoire authentique de cet homme. Cela n'explique pas le national-socialisme. Cela n'excuse pas Hitler, mais il faut savoir ça, et il faut savoir que c'est nié par tout le monde. Les biographes d'Hitler n'en parlent qu'extrêmement peu. Ce que je veux mettre en parallèle dans cette histoire de honte, c'est que ce qu'a fait Boris Cyrulnik, c'est ce qu'Hitler n'a pas pu faire. Après, les circonstances, les causes, les conditions s'en sont mêlées pour qu'on arrive au drame que tout le monde connaît. Si la biographie d'Hitler vous intéresse, vous m'envoyez un mail et je vous l'envoie.